Pendant 2 ans, ouais, c'est ça, exactement. Je me suis complètement renfermé sur moi-même, je parlais plus à personne. Je sais pas, j'avais une honte, je dirais, au fond de moi, je sais pas trop comment l'expliquer, mais déjà, j'avais un gros problème de confiance en moi par rapport à tout ce qui s'était passé sur mes années de collège et de lycée. Et Alexis, je te l'ai déjà dit, hein, t'as été un vrai coach de vie pour moi durant cette formation. Tu as changé ma vision que j'avais de la vie. Tu m'as redonné confiance en moi, qui est quelque chose qui était perdu depuis tellement d'années. Tu m'as redonné confiance en mes capacités. Tu m'as fait comprendre, je dirais que bah voilà, tout ce qui nous arrive, ça dépend de nos actes en majorité et que si je me bouge pas le cul, en fait, il y a personne qui va le faire pour moi, quoi. Clairement, si t'as pas encore trouvé, je dirais, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, quelque chose qui te rapporte quelque chose à la fin du mois, qui te rapporte vraiment de l'argent à la fin du mois, je pense, un but dans la vie, parce que moi aujourd'hui c'est ça que vous m'avez apporté, au-delà de m'apporter des compétences, des techniques de vente, etc. Déjà vous m'avez donné un but dans la vie et ça c'est juste dingue, c'est ce qui me manquait. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur une nouvelle interview de Closers. Et aujourd'hui, on est avec Clément. Pour être honnête, j'ai plus tout à fait l'histoire en tête, mais je sais que j'ai repéré son profil, j'ai été contacté, et je lui ai dit ça serait bien qu'on puisse discuter ensemble. Et du coup, on a booké une interview pour qu'on puisse ensemble comprendre un peu son histoire, qui il est. Donc je le rappelle, Closers est une entreprise dans laquelle on accompagne des entreprises à mettre en place des équipes de vente compétitives. Et du coup, évidemment, on recrute sans arrêt des nouveaux vendeurs pour les faire travailler dans ces boîtes en question. Et donc, Clément est l'un des vendeurs de l'écosystème qu'on a créé il y a de ça quelques années maintenant. Voilà, donc Clément, bienvenue. Romain, un de mes associés, évidemment. On va essayer de comprendre un petit peu quelle a été l'histoire de Clément depuis avant de rentrer dans l'écosystème jusqu'à aujourd'hui, les hauts, les bas, l'argent gagné, perdu, bref. L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble et honnête sur les profils qui collaborent tous les jours avec nous. Donc Clément, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci Plaisir. Clément. Et je vais évidemment, comme à mon habitude, laisser la parole au grand Manitou, Romain, pour qu'il puisse orchestrer cette petite Le interview. grand Manitou. C'est très fort. Merci beaucoup, Alexis. Hello Clément, bienvenue. Je suis très content. C'est vrai que, comme on le disait juste avant de démarrer, on n'a pas eu l'occasion de énormément échanger. On s'est eu quelques fois par message. Je fais juste un petit rappel rapide. On a une boîte qui s'appelle Closers Group. On met en place des systèmes de vente pour des entreprises. C'est-à-dire qu'on crée des pôles vente. On met des closers, les meilleurs closers francophones. Et pour avoir ces meilleurs closers francophones, on a pendant longtemps trouvé la meilleure formule et finalement on s'est arrêté à prendre les personnes les plus motivées et les former. Alors nous-mêmes, oui et non, c'est nous qui les formons à nos techniques, mais c'est via un partenaire qui est un centre de formation. Et donc, on a décidé de mettre un petit peu en avant, de mettre en lumière tous ces profils de personnes qui, comme vous avez peut-être vu sur les précédentes interviews, ont tous des parcours ultra différents. Il y a des personnes qui avaient récemment, j'ai encore eu des personnes qui étaient anciens HEC dans des postes de marketing, dans des boîtes à Hong Kong et tout. On a des personnes qui étaient au RSA. Enfin bref, il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui nous fait kiffer, c'est vraiment ce côté humain. Et voilà, donc un jour, on s'est dit avec Alexis, il faudrait vraiment qu'on mette de la lumière sur ça parce qu'en vrai, au-delà des résultats et tout, humainement, ce qu'on fait, c'est juste incroyable. Voilà la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place ce petit, comment on dit, ce petit rendez-vous, ce petit weekly interview. Et du coup, Clément, notre cher invité de ce jour, qui, comme à notre habitude, on va te poser la première question, qui va être en fait de te présenter de la manière que tu souhaites. Prends tout ton temps, mon cher Clément. On t'écoute, on a hâte d'entendre qui était Clément avant de rentrer chez Closer. Merci Romain. Alors déjà, je voulais commencer par merci
Je suis hyper content, je suis hyper ému de pouvoir passer un moment, je dirais, privilégié avec vous. Il faut savoir que je suis extrêmement fan de Closers, du travail qui est accompli chaque jour. C'est un écosystème qui est en perpétuelle évolution et personnellement, je trouve qu'on a de la chance. Et voilà, pouvoir être là aujourd'hui, pour moi, c'est incroyable. Donc, je voulais commencer par un simple merci. Ensuite, j'aimerais dire que cette interview, c'est un challenge énorme pour moi aujourd'hui. Je suis quelqu'un plutôt très pudique. Je déteste parler de moi, de ma vie. J'ai détesté ma vie tout simplement pendant un très long moment. Donc, la raison est simple de pourquoi je veux pas en parler. Donc, je prends vraiment ça comme un défi à relever. Voilà. Donc voilà, pour commencer, je m'appelle Clément, hein, j'ai 29 ans. Je vais avoir 30 ans cette année. Ça fait bientôt un an que je suis chez vous et que je fais ce métier que j'adore, clairement. Et j'aimerais déjà revenir un petit peu en arrière sur mon parcours. Ma présentation risque d'être un petit peu longue parce qu'il y a des événements qui ont marqué ma vie. Et je pense que pour comprendre un petit peu pourquoi j'en suis là, c'est important que j'explique certaines choses, je pense. Alors j'ai des anecdotes drôles, des moins drôles, mais l'idée aussi de cette interview, c'est de se mettre un peu à nu, donc let's go. Donc j'ai une enfance voilà relativement banale, hein. J'ai grandi à Lyon jusqu'à mes 10 ans. J'étais quelqu'un de très joyeux, j'avais ma bande de potes, j'étais très sportif. Faut savoir que mon père m'a mis sur un terrain de tennis à l'âge de 2 ans. J'en ai fait pendant 7 ans. Donc j'ai fait pas mal de compètes. Mon père, c'était un peu mon coach, mon plus grand fan, mon entraîneur. Donc voilà, j'ai tout abandonné du jour au lendemain à cause de la pression. Parce qu'à cet âge-là, c'est assez compliqué à gérer, surtout quand c'est ton père. Voilà. Suite à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 10 ans, mes parents, mon frère et moi, on a déménagé en République dominicaine. Donc, si vous connaissez un petit peu, nous, on était sur la petite pointe en haut à droite qui s'appelle la péninsule de Samana. Donc, on était dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Las Terrenas. Donc là-bas, on parle dominicain, hein, c'est très similaire à l'espagnol, mais il y a quand même des mots qui diffèrent. Donc, pour vous présenter le tableau rapidement hein, de ma vie là-bas, j'étais dans une petite école française qui allait de la maternelle au collège. On était une centaine en tout. Donc, c'était des petites classes de 5-6 personnes. On avait cours du lundi au vendredi de 8h à 13h. Il n'y avait jamais cours l'après-midi parce que dans les Caraïbes, il fait beaucoup trop chaud pour avoir cours l'après-midi. Donc, toutes mes après-midi, je les ai passées voilà, à la plage, à faire du surf. D'ailleurs, je faisais pas mal de compètes de surf également pendant cette période. Ça a duré 3 ans parce que pour diverses raisons, mes parents ont pris la décision de rentrer en France. Donc, j'ai fait ma sixième, cinquième, quatrième là-bas. Je suis rentré en France pour mon année de troisième, donc la dernière année de collège. Et là, c'est le drame. Là, vraiment, pour moi, ma vie, elle a basculé. Clairement, dans ma tête, il y a eu deux choses, en fait. La première, c'est que mes parents, déjà, ils se sont séparés à notre retour en France. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup plus affecté, c'est que j'ai débarqué tout simplement dans un collège de 1200 élèves où je connaissais personne. En plus, dernière année de collège, donc forcément, tout le monde se connaît depuis longtemps. Moi, j'étais vraiment l'intrus perdu au milieu de 1200 personnes, alors que j'étais habitué à des classes de 5-6 personnes, quoi. Donc, gros choc psychologique, clairement. Ça a été atroce. Je me suis complètement renfermé sur moi-même. Je parlais à personne. J'étais paralysé par la peur dès que j'arrivais à l'école. Et à cause de ça, on va dire que je me laissais un peu faire, un peu maltraité, harcelé des fois par d'autres élèves. Alors, pas de violence physique, hein, mais la violence orale, c'est déjà, je trouve que c'est déjà amplement suffisant, surtout à cet âge-là. Alors la chance, je dirais quand même que j'ai eu dans ce malheur, c'est que dans cette classe de troisième, il y avait un groupe de potes qui m'ont repéré un petit peu, qui ont vu que j'étais seul, que je parlais à personne. Et un jour, ils viennent m'aborder. Il y en a un qui me dit ouais, du coup, tu viens de République dominicaine. Il paraît qu'on parle espagnol là-bas. Comment on dit banane en espagnol? Et moi, très naturellement, je lui réponds bananas.
De là, on se tape un fou rire parce que banane en espagnol, bah, je pense que vous le savez, ça se dit platano. Mais en République dominicaine, bah, ça se dit bananas. Donc gros fou rire, de là a démarré bah, forcément une amitié, je dirais, incroyable. Et bah, ce groupe de potes, c'est aujourd'hui encore mes meilleurs amis. Et honnêtement, je les remercierai toujours bah, d'avoir été là pour moi, je dirais, à ce moment-là. Ça me permettait de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Donc bah, derrière, arrivé au lycée, hein, rebelote, mon groupe de potes était dans le lycée, mais pas dans ma classe. Donc j'ai subi un petit peu mes 3 années de lycée, je me suis complètement renfermé dans ma bulle. Je me suis mis à jouer aux jeux vidéo tout le temps. Voilà, c'est devenu clairement une drogue. Je voulais plus entendre parler de la réalité. Je me pointais en cours, je posais mon sac sur la table, j'attendais que le temps passe. J'avais une moyenne générale qui tournait entre 8 et 9 de la troisième à la terminale. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les profs me faisaient pas redoubler parce qu'ils estimaient bah, que c'était pas utile. Que si mes notes étaient pas meilleures, c'est simplement que je foutais rien, quoi. Donc, c'est ça l'idée, ouais. C'est la raison pour laquelle on me faisait pas redoubler exactement, ouais. Donc, arrivé à la fin de ma terminale, bah, vous le savez, on est censé faire des demandes, des choix pour rentrer dans une école. Sauf que moi, ben, j'avais été accepté forcément dans aucune école parce que mon dossier, il était tout pourri. Donc, à ce moment-là, je prends la décision, en fait, de louper mon bac volontairement pour redoubler, en fait, faire une bonne année, avoir un bon dossier pour être accepté dans une école l'année d'après, quoi. C'était un peu le plan de base, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines avant le bac, en fait, on fait une soirée avec bah, mon fameux groupe de potes pour fêter la fin des cours. Et donc, en rentrant de la soirée vers 3-4 heures du mat, dans un état tout à fait légitime, je dirais. À l'époque, j'avais une planche de skate à 2 roues. Vous savez, les oxyloboards, il faut faire comme ça pour avancer. Je sais pas si ça vous parle. Je me baladais avec ça. Donc, si vous voulez, mon ami chez moi, chez qui on faisait la soirée, il habite bah, dans le village à côté du mien. Et donc, pour rentrer chez moi, il faut que je passe par une grande pente où il y a pas mal de virages. Et donc, je prends cette pente avec ma planche. Je m'éclate la gueule, bien comme il faut. Et en plus, ce soir-là, il pleuvait. Donc, vraiment, je partais perdant dès le départ, hein, on va pas se mentir. De là, je me relève, je m'assois sur le trottoir. Je fais un état des lieux. Je me dis, bon, je vais rentrer chez moi, je vais dormir, on verra demain. 2 minutes après, il y a le grand frère de mon meilleur ami qui rentre de boîte, qui me passe devant, qui me voit, qui rigole un bon coup, forcément, qui me propose du coup de me ramener chez moi, ok. Et en fait, arrivé chez moi, il me demande bah, s'il veut que je réveille ma mère. Je lui dis, non, c'est bon, je vais voir demain. Et en fait, je vais pour ouvrir la porte pour sortir de la voiture. Et là, mon bras, il bouge pas. Donc je lui dis, bon, écoute, finalement, je veux bien que tu réveilles ma mère et surtout que tu m'ouvres la porte. Donc bah, de là, forcément, pompier, hôpital. J'ai passé 2 semaines avant le bac, du coup, à l'hôpital. J'avais le bras gauche plâtré de la main jusqu'au-dessus du coude. Je me suis pété le scaphoïde à la main droite. Donc j'ai une vis dans le poignet, donc j'avais une attelle pour ma main droite et j'avais aussi une grosse attelle pour l'épaule droite parce qu'en fait je m'étais déchiré les ligaments, donc d'où le pourquoi mon bras ne bougeait pas. Donc je me suis retrouvé bah, les 2 bras immobilisés pendant quelques semaines, c'était assez drôle. Et de là on m'a proposé 2 choses. Donc la première c'était d'avoir bah, un tiers-temps supplémentaire pour chaque épreuve et la deuxième c'était de repasser mon bac en septembre, ce que j'ai refusé. De là, pour moi, le plan, il était parfait. Je passe 2 semaines à l'hôpital, à moitié dans les vapes à cause des médocs. J'ai du coup une bonne excuse bah, pour pas réviser vis-à-vis de mes parents. Et bah, si je loupe mon bac, bah, c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'accident. Donc, je me dis impeccable. De là, je sors de l'hôpital un mardi vers 14 heures. J'avais ma première épreuve ce même mardi à 16 heures, qui était en plus une épreuve orale de mercatique. Moi, j'étais en STG à l'époque, qui s'appelle maintenant STMG. Donc voilà, j'étais complètement shooté, hein. Je sortais de l'hôpital, donc les évaluateurs qui m'ont regardé en mode qu'est-ce qu'il fout là lui? J'arrive avec mes bras comme ça, en mode momie, avec mes feuilles à la main. Je leur dis vous pouvez me sortir mes feuilles s'il vous plaît. Donc catastrophique quoi. Il faut savoir que j'ai des parents qui étaient assez stricts forcément sur l'éducation à l'école et donc louper son bac bah c'est facile, mais moi je voulais pas
je voulais pas louper mon bac en ayant 0. Je visais à peu près entre 6 et 8 sur la note générale pour pas trop me faire déchirer par mes parents, je dirais, et surtout, je voulais pas être entre 8 et 10, sinon, j'aurais dû faire des rattrapages, réviser du coup pendant les vacances, et évidemment, c'était pas le but. Donc, pour chaque épreuve écrite, faut savoir qu'au bout d'un tiers du temps, on peut partir. Donc, si l'épreuve dure 3 heures, au bout d'une heure, on peut se barrer. Donc, moi, en toute logique, je me suis dit, un tiers du temps, un tiers de la note, donc plus ou moins 6-7. Et puis, vu qu'en plus, j'ai rien révisé, que j'ai rien foutu depuis 4 ans, pour moi, le calcul, il est bon, quoi. Je loupe mon bac au la main. Il n'y a pas de problème. Donc, je me pointe au résultat. Je vois que j'ai eu mon bac. Alors, pas de beaucoup, j'ai eu 10,43. Mais j'ai eu mon bac. Je me rappelle quand j'ai appelé ma mère, elle était trop contente. Moi, j'étais dégoûté. J'étais là à me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre l'année prochaine, où est-ce que je vais aller, aidez-moi. Donc, suite à ça, voilà, je suis allé à la fac. C'était l'idée. C'était l'idée. Parce que je voulais refaire mon année pour avoir un bon dossier et être accepté dans une école qui m'intéressait, quoi, l'année d'après. Et vu que j'avais été accepté nulle part, donc mon plan, c'était ça, quoi. C'était de louper mon bac, d'avoir entre 6-7. Et du coup, j'ai eu mon bac à 10,43, quoi. Donc voilà. Donc suite à ça, je suis allé à la fac, dans un truc qui me plaisait pas forcément, mais c'est le seul endroit où je pouvais être accepté sans dossier en fait. Donc je suis allé là-bas. À ce moment-là, je me dis un peu, voilà, j'arrive dans un endroit où personne me connaît, c'est un peu ma chance de me faire des nouveaux amis, de pas être le gars qu'on laisse dans le coin un petit peu. Et donc ça se passe plutôt bien socialement, mais je décide d'arrêter à la fin du premier semestre parce que ça me gonfle en fait, clairement, ça m'intéresse pas ce que je fais et il faut que je change. Donc de là, je me reconvertis complètement, je pars en internat, je commence une alternance comme chauffagiste, après j'ai fait de la clim, donc je suis resté 3 ans dans le bâtiment. Il y a plein de choses que j'ai détestées, clairement, ça me plaisait pas du tout non plus, mais clairement, je pense que ce que j'ai le plus détesté, voilà, c'est de faire semblant de travailler quand le chef est dans les parages, de te casser le dos pour un salaire de misère, d'apprendre des trucs qui m'intéressaient pas. Alors pas que c'est pas utile, attention, hein. Je dis pas que c'est pas utile, mais c'est pas quelque chose c'est pas ce que je voulais faire de ma vie, quoi, clairement. Donc suite à ça, je prends 2 ans de chômage. Là, l'idée première, c'est évidemment de trouver quelque chose qui m'intéresse. Sauf que ça s'est transformé en 2 ans à jouer, à dépenser mon argent dans les jeux vidéo. Voilà. Arrivé à la fin de mon chômage, il a fallu que je reprenne un job. Donc je venais clairement de perdre 2 ans de ma vie, hein. J'ai fait de l'intérim, j'ai fait tous les boulots éclatés. Mais attends. Pendant les 2 ans de chômage, à aucun moment t'as essayé de chercher du boulot, quoi. C'était le plan de rester 2 ans à jouer au jeu, quoi. En fait, pendant 2 ans, ouais, c'est ça exactement. Je me suis complètement renfermé sur moi-même. Je parlais plus à personne. Je sais pas, j'avais une honte, je dirais au fond de moi. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais déjà j'avais un gros problème de confiance en moi par rapport à tout ce qui s'était passé sur mes années de collège et de lycée. Et ouais, clairement, ouais, j'ai perdu 2 ans de ma vie, j'ai rien foutu. Pas que j'ai pas réfléchi. J'ai quand même passé du temps à réfléchir, mais moi, si vous voulez, j'ai des parents. Pour eux, la vie, c'est voilà, faut se trouver un CDI, faut avoir le salaire qui tombe à la fin du mois. Donc, moi, tous ces nouveaux métiers, e-commerce, closing, j'avais jamais entendu parler. Je savais même pas que ça existait. J'étais complètement en dehors de ce monde. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'insupportait. Je regardais pas du tout. Je regarde pas les infos à la télé. Enfin, je suis déconnecté du monde à ce moment-là. Vraiment, je suis dans ma bulle, chez moi. Je parle à personne sur mes jeux vidéo, quoi. Donc voilà. Donc là, forcément, arrivé à la fin du chômage, je reprends un job, je fais plein de trucs en intérim à la con qui me plaisent pas forcément, enfin qui me plaisent pas même du tout. Et c'est surtout le système de salariat qui me plaît pas au final. Donc voilà, j'en reviens, au final, j'en reviens un peu à ma bulle, à mes jeux vidéo. J'en étais arrivé à un point où vraiment sortir de chez moi, c'était hyper compliqué. J'avais peur du regard des gens, j'avais peur d'aller travailler. Si le trajet pour aller au travail était trop long, il y avait de fortes chances pour que je rentre chez moi avant d'arriver au travail. Donc les arrêts maladie, ça y allait à fond
à cette période, hein. Je vais pas mentir, j'étais complètement out, quoi. J'étais pas dans le truc, quoi. Donc, alors, quand même, à ce moment-là, je prends, en fait, j'accepte un CDI. Donc, je prends un CDI dans une station-service où je suis resté 2 ans et demi quand même. Et évidemment, bon, c'est un boulot voilà, qui rentrait de l'argent, quoi. Je le faisais pas parce que ça me plaisait, ça rentrait de l'argent à la fin du mois, quoi. Et en plus, j'avais une patronne qui profitait de moi comme pas possible parce que bah, je suis quelqu'un de trop gentil qui disait oui à tout et voilà quoi. Quand on est quelqu'un comme moi, je pense que quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître. Je pense pas dire ça dans le vent. On sait tous comment ça se passe dans ces moments-là et les patrons qui peuvent profiter de nous sur certaines choses. Donc voilà. Mais quand même, le vrai intérêt en fait à ce moment-là, c'est que en fait, ce CDI, il m'a permis de faire un crédit pour pouvoir m'acheter mon premier appart. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Donc quand même, à ce moment-là, voilà, il se passe un peu quelque chose dans ma vie, je dirais, euh, de positif, exactement, Romain, de positif. Et après, bah, pas longtemps après, en fait, je fais une rupture conventionnelle. Voilà, je me suis remis au chômage en me disant que je voulais un peu retenter ma chance et trouver vraiment quelque chose cette fois qui me correspond. Parce que j'avais déjà fait 2 ans de chômage, là je dis ok, je veux pas refaire la même erreur, je reprends 2 ans de chômage, mais cette fois pour vraiment trouver quelque chose qui me plaît, quoi. Donc je suis passé un peu par différentes phases où j'ai tenté différents trucs un peu pour m'en sortir. Donc à ce moment-là, du coup, je me renseigne un petit peu forcément. J'ai fait de l'e-commerce. J'ai tenté en tout cas ma chance. J'avais suivi une petite formation qui était pas trop mal, mais je suis pas allé au bout du truc. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je crois 4 mois après que je me suis lancé, c'était le début du Covid. Donc c'était bon voilà tous ceux qui avaient tous ceux qui avaient une boîte à ce moment-là, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler sur les détails. Du coup ça a été compliqué. Pour l'e-commerce, c'était quand même le meilleur moment au monde. Je peux Ah, le mais confirmer. moi en fait ça m'a augmenté les prix de fou sur les voyages des colis, tu vois, pour amener de Chine Ah en oui, France. oui, oui. Ouais. Et ça avait triplé, je crois, tu vois. Et Ah surtout, ouais, bien c'était sûr. les délais. On nous annonçait 3 mois Nous, pour recevoir les produits. nous, on Enfin, n'était pas concernés. On n'était pas concernés parce qu'on n'envoyait pas les colis aux clients. On encaissait. Non, je rigole. C'est une Arrête, blague. toi. C'était pas mettre un peu d'humour là-dedans. Pardon, pardon. mais ouais, enfin, tout ça. Et en plus, je venais de démarrer. J'avais pas forcément un budget parce que bah, j'avais que mon chômage, quoi, à côté. Donc, Ah ouais, je comprends. voilà, en plus, j'avais pas de budget pour la communication non plus. Donc, j'étais pas bon à ce niveau-là. Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient que finalement, voilà, j'ai laissé de côté, j'ai laissé tomber. Suite à ça, j'ai ouvert, pour continuer quand même dans les tentatives, j'ai ouvert un sex shop en ligne qui s'appelait Love Street. J'étais en collaboration avec un ami. Bon voilà, ça a pas apporté ses fruits non plus malheureusement parce que pareil, un petit peu pareil au final, manque de budget, on était mauvais sur la communication et bah si tu communiques pas sur tes produits, il y a pas de clients, hein, tout simplement. Donc en fait, on avait mis un gros budget sur lancer le truc, avoir des produits et tout, et derrière, on n'avait plus rien sur la com et on s'est retrouvé comme des cons avec des produits, voilà, à pas trop savoir quoi en foutre, à essayer de les vendre quand même, mais bon, on n'a peut-être pas utilisé la meilleure méthode, je sais pas. Donc voilà, aussi à ce moment-là, bon, j'avais des potes qui me faisaient des crasses complètement dingues, hein, que ça soit amicalement ou professionnellement parlant. Donc voilà, mon chômage, il commençait un peu à défiler devant mes yeux, encore. Je commençais à me dire, voilà, l'histoire va se répéter, je vais me retrouver dans un boulot de merde. Donc, j'ai commencé doucement à perdre espoir, hein. Voilà, je suis reparti dans mon délire où je parlais plus à personne, que ce soit amis, famille. J'avais plus confiance en moi. Je détestais tout, je détestais tout le monde. Et surtout moi, quoi, au final, en fait, c'est ma vie que je détestais, quoi, clairement. C'est le fait de pas savoir ce que je veux faire, de pas avoir de but dans la vie, tout simplement. C'est horrible. Enfin, moi, ça m'a tué, clairement. Et voilà, je vais être honnête, je pense qu'à ce moment-là, s'il y avait eu un bouton disparaître sans laisser de trace, je pense que j'aurais appuyé dessus.
je pense que j'aurais appuyé dessus parce que voilà, je supportais plus la situation. Et d'un autre côté, bah, fallait bien que j'aille travailler parce que bah, fallait payer le crédit de l'appartement, fallait payer les factures, fallait manger, euh, fallait vivre, quoi. Oui, bien sûr. Donc, bah, je commence à péter un câble dans ma tête. Je vais pas bien du tout. Je commence à imaginer mon avenir sans but, à faire le même boulot en CDI jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'au final, c'est ça le vrai sujet, hein. Comme je le disais juste avant, c'est un putain de but dans la vie, quoi, qui me manquait, et surtout un chemin pour y arriver, je pense. Et donc, j'arrive vraiment à 2 mois de la fin de mon chômage sans avoir aucune idée vraiment de ce que je voulais faire. Mais par contre, je savais ce que je voulais ne surtout pas faire. Ça, clairement, j'en étais bien conscient. Et donc là, en fait, en faisant quelques petites recherches sur Internet, voilà, pour des jobs à faire de chez soi, voilà, c'était vraiment un peu la première fois que je faisais ça, hein, parce que quand j'ai lancé mon e-commerce et mon love shop en ligne, c'est des opportunités que j'avais eues grâce à des potes. C'est pas moi qui avais été fouillé sur Internet, clairement, pas du tout. Et là, bon, voilà, je me dis, il est peut-être temps que je fasse un peu quelque chose par moi-même, que j'arrête d'attendre que ça tombe du ciel. Et donc, et voilà. Et je tombe sur une pub Closer à ce moment-là. Et je vais m'arrêter là pour ma présentation parce que je pense que je vous ai bien détaillé mon parcours, donc je vais laisser un peu la parole. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'au final, J'avais je prévenu. comprends. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, c'est intéressant parce que ouais, ouais, et ça reflète aussi ce que je disais dans l'intro. C'est qu'on n'a pas que des gens qui sont nés en se disant tiens, je vais être un vendeur et qui rentrent chez nous pour closer, tu vois. Et c'est C'est ça qui est clair. cool, c'est qu'il y a des gens qui ont des carrières différentes, il y a des gens pour qui ça marchait bien mais qui voulaient plus d'indépendance, il y a des gens qui ont galéré aussi pendant longtemps. Et bah, je pense qu'au final, t'es un bon exemple de ça. Je pense qu'il y a un autre point aussi qu'on aborde souvent et au final, vu ton parcours et vu ton expérience, et ça on le savait pas, parce que c'est que dans des moments comme ça où on peut se rendre compte, c'est que bah, au final, ce que tu as appris, alors tu t'es arrêté au moment où tu as découvert Closer, mais comme on le dit tout le temps, et j'ai l'impression qu'on se rabâche et que limite c'est pas intéressant de le dire, mais bon, c'est tellement omniprésent dans vos retours, c'est que la vente, c'est pas juste un putain de métier, quoi. C'est que ça aussi, c'est une ouverture d'esprit, et pour des gens typiquement, et vraiment, c'est encore plus véridique sur des personnes comme toi, où j'entends, j'étais renfermé sur moi-même, j'étais timide, j'étais ci, j'étais ça. Bah, c'est vrai que souvent, quand on apprend bah, quand on devient un closer, quand on apprend à vendre, quand on apprend les stratégies d'Alexis, quand on apprend à aller vendre des cailloux dans la rue, bah forcément les interactions sociales, elles changent après ça, quoi. Bien sûr. Et c'est ça qui est assez, qui est quelque chose qui revient le plus, j'ai le sentiment. Et c'est fou de se dire que bah, en apprenant juste un nouveau métier pour essayer d'aller au final payer tes factures, comme tu l'as dit, bah, la finalité, c'est que non seulement tu arrives à trouver une entreprise où tu travailles de la manière dont tu as envie en étant indépendant, mais en plus, bah, tu arrives aujourd'hui à faire un monologue de 35 minutes filmé pour passer sur YouTube. Alors que vu ce que tu me disais au début, je pense que c'était peut-être pas gagné il y a quelques mois, tu vois. Non, c'est clair. Ça, c'est un gros délire quand même. Ouais, bah surtout parler de ma vie, il y a des choses que j'ai dit sur cette interview, des amis sont pas au courant. Mais vraiment Donc parler de non, moi, mais c'est c'est cool, tu hyper, vois, et nous, on hyper. est fiers de ça. Et toi, tu dois être fier aussi de ton parcours, c'est ta force. Et alors, du coup, je sais pas si Alexis, tu as d'autres choses à ajouter sur le parcours sur l'histoire, hein, c'est même pas le parcours, là, c'est l'histoire de Clément. Bah non, Euh, mec, c'est bien. C'est une histoire, j'ai envie de dire, qui, dans ta vision du monde, a peut-être, tu m'as dit, j'ai un parcours un peu atypique, mais non, c'est pas le cas, mec. T'as un parcours tout à fait classique. Et tu te rends pas compte du nombre de gars qui, en fait, sont passés par les mêmes segments que toi, quoi. Nous, on a combien de personnes qui ont fait un chômage entier, puis un second avant de se lancer chez nous, qui ont tenté de faire de l'e-com ou de faire d'autres business avant de potentiellement se lancer en tant que closer. On en a plein, 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 tu vois. Mais c'est drôle parce que du coup, c'est assez beau de se dire que justement, dans des écosystèmes comme le nôtre, il y a des gens qui ont l'air qui se sentent extrêmement différents, mais qui à la fois arrivent du coup à découvrir d'autres personnes qui ont eu le même parcours qu'eux. Et c'est un des trucs dont on est le plus fier aussi. Donc non, c'est très bien, c'est stylé. exactement, exactement. Mais c'est aussi votre force, quoi.
c'est aussi votre force, c'est que, bah, en général, plus tu avais des trucs qui te convenaient pas avant, plus quand tu as trouvé une opportunité où tu C'est ça. peux faire les choses à ta sauce et qui te plaisent, tu as envie de t'arracher, quoi, pour pas que ça s'arrête et pour aller le plus loin avec, quoi. Euh, Bah, du coup, tu t'es un peu arrêté. On va faire un peu différemment parce que c'est vrai que tu as beaucoup parlé de cette première Ouais. partie. Mais ce qui est pas du tout un mal, hein. Tu t'es arrêté un petit peu au moment où tu as découvert Closer. Bah, est-ce que tu peux nous raconter, alors déjà ça a été quoi ta première réaction quand tu as vu, je sais pas si tu as vu une pub, si t'as participé à une réunion d'un. Non, je pense pas. Il n'y avait pas de Webi il y a un an, Il hein. n'y avait pas, non. Moi, j'ai juste cliqué sur une pub, ouais. Je pense que tu as cliqué sur une pub, tu as eu quelqu'un au téléphone, quand tu as expliqué le process et tout, tu viens de faire des années de galère, on t'explique, voilà, tu vas devoir rentrer, on va te proposer ça, tu vas pouvoir accéder à des équipes de vente. Par contre, la seule chose qu'on te demande, c'est de te former un minimum avant, avec notre partenaire de format. Ça a été quoi tes premières pensées et du coup, ça a été quoi le déroulé dans ta tête à ce moment-là? Très compliqué. Alors, même très drôle, je pense. Maintenant que j'y pense, c'était très drôle. Mais voilà, comme je l'avais dit, moi, j'étais complètement dans ma bulle, pas sur les réseaux, je regardais pas les infos, je connaissais pas ces nouveaux métiers qui arrivaient en France. Je connaissais pas du tout le closing. Ouais. J'étais sur la fin de mon chômage, hein, qui me permettait à peine de vivre. Donc, bah, j'étais fauché, hein, clairement. Ça devenait urgent de trouver un taf. Donc, je tombe sur votre pub qui me dit devenez vendeur indépendant, gagnez de l'argent en travaillant de chez vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, de là, effectivement, je reçois un appel de ma recruteuse. Donc, on fait l'entretien. Et faut bien comprendre qu'à ce moment-là, à part le fait que vous vous appeliez Closers Group et que vous proposiez du télétravail, j'avais strictement aucune info sur vous. J'avais absolument pas fait l'effort de me renseigner, d'aller sur YouTube, de vraiment, je me suis dit, enfin, j'avais aucune info quoi. Et donc heureusement, donc, ma recruteuse qui s'appelle Patricia, qui a été adorable avec moi, vraiment. Et elle le sait parce que je lui ai déjà fait Patoche. quelques retours. Elle sait que je suis vraiment super heureux et je l'en ai remercié plusieurs fois. Bon, bref, passons les détails. Donc, elle a très bien, très, très bien compris ma situation sur le moment. Elle a pris le temps de vraiment tout m'expliquer en détail. J'ai énormément apprécié notre entretien. J'avais jamais déterminé quel travail aurait pu me plaire, mais clairement, ce travail, il remplissait énormément de points qui étaient importants pour moi. Donc, bah, à Attends, commencer forcément. Ouais, quoi les points? Parce que ton parcours, à ce moment-là, tu es renfermé à jouer aux jeux vidéo dans ta chambre. Souvent, tu es là en mode je parle à personne. C'est quoi qui coche des cases? Parce que pour moi, que toi, tu prennes des appels des gens au téléphone du matin au soir, sur le papier, c'est pas le truc le plus évident, tu vois. non. Et c'était hyper dur pour moi au début, hein. Vraiment, c'est juste décrocher Alors, le c'est quoi les cases? téléphone. Et ça correspondait à plein de points, ça correspondait à quoi? Alors C'est que la le question du premier perso. justement, le premier truc important, je dirais, c'est le fait d'être indépendant. Ouais. Voilà, j'avais déjà eu bah, du coup mon expérience en e-commerce pour mon love shop. Je savais que voilà, je voulais rester dans cet état d'esprit parce que clairement le salariat c'était hors de question pour moi d'y retourner par rapport aux expériences que j'avais eues, qui étaient juste pas possibles parce que j'avais juste l'impression de me faire marcher sur les pieds quoi. Et la deuxième chose, bah, c'était de pouvoir travailler de chez soi, hein. J'étais dans une phase où je voulais plus sortir de chez moi. Donc, bah, clairement, je cherchais du télétravail, quoi, un truc à faire de chez moi. Et la troisième chose, je pense, qui a retenu mon attention, c'est quand elle m'a expliqué qu'on faisait pas de prospection et qu'on appelait des personnes qui, voilà, qui ont laissé leurs coordonnées pour être appelées parce qu'elles ont montré leur intérêt pour un produit. Et clairement, c'était un point hyper important pour moi parce que voilà, j'étais timide. Enfin voilà, je supporte pas le démarchage téléphonique. Je suis pas quelqu'un qui aime prendre la tête aux gens, bien au contraire. Ouais. Je suis pas capable de faire à quelqu'un quelque chose que j'aime pas qu'on me fasse. C'est aussi simple que ça. Donc quand elle m'a dit ça, c'est quelque chose qui a tourné dans ma tête. Je me suis dit, ok, ça c'est intéressant pour le coup. Vraiment, ça c'est quelque chose, ça peut m'intéresser du coup. Il y a une quatrième chose aussi. Et ça rejoint un petit peu le fait d'être indépendant. C'est quand j'ai compris simplement qu'on n'était pas limité sur les commissions que plus je bossais et plus je pouvais gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Donc on est récompensé en fonction des efforts qu'on fournit. Donc en fait, je suis parti d'un principe, je dirais, qui est simple,
C'est que si d'autres personnes ont pu partir de rien, faire ce chemin-là en passant par votre écosystème et réussir, bah, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas en fait. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, à ce moment-là, dans ma tête, c'était voilà, peu importe le temps que j'allais mettre à avoir des résultats, je savais que ça finirait par arriver à force de travail, à force d'écouter vos conseils, à force de coaching, de réécoute d'appels, de tout ça. Je savais que ça allait arriver parce que j'avais la preuve que certains y arrivaient et qui sont également partis de rien. Donc pour moi, le calcul, il était simple. Je vois pas pourquoi pas moi en fait. C'était un peu Excellent. les 4 points qui ont vraiment joué pour moi sur ma décision à ce moment-là, quoi. Ça fait sens, ça fait sens. Et sur la partie, comment dire? Sur la partie, le fait de se former et tout, ça, c'est pas quelque chose qui t'a bloqué? Non. Et bah, si je dois rajouter un point, oui, c'est le dernier point. C'est le côté accompagnement. Parce que moi, à ce moment-là, euh, j'avais aucune confiance en moi, aucune confiance en mes capacités. Je savais à 1000% que si j'avais pas eu un accompagnement aussi complet que le vôtre, c'est évident que ça aurait été une fois de plus comme mon e-com ou comme mon love shop, ça aurait été un projet voué à l'échec, quoi. Donc pour moi, déjà dans ma tête, c'était hors de question de me relancer dans l'indépendance, de réinvestir de l'argent sans accompagnement, étant donné que j'avais déjà eu 2 échecs, quoi. Donc oui, non, bien au contraire, j'ai envie de te dire, ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais envie de me lancer. J'avais, j'avais pas la confiance suffisante pour me lancer tout seul, clairement. J'aurais jamais refait un truc de moi-même, quoi. Ok, ok, ok. Ultra intéressant. Et donc, Ultra intéressant. Et donc, du coup, tu prends cette décision, même non, si sur le papier, je prends pas cette décision, justement. En fait, je fais mon ah, entretien et clairement, à la fin de l'entretien, dans ma tête, je suis convaincu à 100%. Et donc, ma recruteuse, elle m'annonce le prix de la formation. Et là, forcément, je tombe un petit peu de haut quand même. Je me dis que c'est mort parce que à ce moment-là, moi, j'étais fauché, tu vois. C'était la fin de mon chômage, j'avais rien. Je me dis putain, putain, je suis trop chaud, mais j'ai pas de thune, quoi. Et voilà, je me dis bon tant pis, c'est fini. Et là, en fait, Patricia, elle me parle du CPF. Donc je connaissais pas du tout, hein. J'avais aucune idée de ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler. Je dis ouais ouais, je vais regarder, mais au fond de moi c'était mort, quoi. Donc je raccroche, je vais quand même voir le fameux site CPF, tu vois, on sait jamais. Et donc là, retournement de situation, vu que forcément j'avais pas mal d'années de salariat derrière moi, ah oui. j'avais de l'argent sur le CPF. Donc voilà, je me dis que c'est dingue, que c'est peut-être pas mort en fait. Donc je la rappelle tout de suite, vraiment, je crois dans les 10 minutes, je la rappelle. Elle est hyper contente pour moi. Elle me parle tout de suite du coup de l'identité numérique. Elle m'explique comment ça va se passer. Elle me propose qu'on se rappelle dans quelques jours. Donc je raccroche à nouveau. Là, je commence à en parler un petit peu autour de moi, ma famille, mes potes. Ma famille qui me dit c'est une utopie, la vie ça fonctionne pas comme ça. Faut trouver un vrai boulot. Mes amis qui me disent fais gaffe, hein, c'est sûrement une arnaque avec tout ce qu'il y a sur internet aujourd'hui, laisse tomber, je le sens pas ton truc. Au final, ça me gonfle, clairement. En fait, je me dis, voilà, j'ai trouvé un truc qui pourrait me plaire et en fait, il y a personne qui me soutient, quoi. Donc, en fait, je laisse tomber à ce moment-là. Je ghost ma recruteuse pendant 3 semaines, donc je ne réponds plus à Patricia pendant près de 3 semaines. Elle Ah, un m'appelle deux, trois fois. putain de lead de mort, ça encore. Un putain de lead de merde, ça. Bon lead de merde, ça, hein. J'espère que t'en prends un petit peu dans ta gueule maintenant pour le revers de médaille. Ouais, ouais, alors franchement, je regrette pas mon choix. Au final, c'est moi qui ai pris ma décision. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, au final, je me dis bon je la ghost et en fait, j'ai quand même la fin du chômage qui arrive, quoi. Donc je me dis putain, mais qu'est-ce que je fais? Et il faut savoir en plus à ce moment-là, mais vraiment, j'ai toujours pas fait l'effort de me renseigner sur vous. J'avais pas été voir votre page YouTube, j'avais pas regardé d'avis sur Internet, vraiment à l'ouest complet, quoi. J'avais eu mon entretien, mais j'ai pas fait d'effort, quoi. C'est voilà.
Donc voilà, je me retrouve à la fin de mon chômage et ben, je me dis, allez, vas-y, je rappelle ma recruteuse en fait, j'ai rien à perdre. Puis, de toute façon, CPF, genre 2 semaines avant, je savais même pas que ça existait, donc bah, autant faire le truc, tu vois. Et voilà. Et donc je me lance, voilà, sans vraiment savoir où j'allais au début, en tout cas. Ça a été hyper compliqué dès le début de la formation parce qu'en parallèle, bah, j'ai mon chômage qui se terminait, donc j'ai dû reprendre un travail parce que j'avais zéro rentrée d'argent sinon. Donc déjà quand j'ai suivi ma formation, donc moi j'avais fait la formation en 4 semaines en cours du soir et en fait j'avais un boulot à ce moment-là où je faisais des horaires 14h 20h30. Donc la totalité de ma formation je l'ai fait en replay. Vraiment, j'ai pas pu assister à un seul cours et j'étais un peu dégoûté. Après, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai pris le premier boulot qui arrivait. J'ai pas vraiment eu le choix. Il fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre, donc j'ai trouvé ça sur ces horaires-là. Bon, bah ça a été comme ça et voilà. Bah, la formation, je l'ai fait sur Savoir le que temps. maintenant, il y a eu une modification qui a été faite depuis le temps et on a plein de plannings différents qui existent pour parce qu'effectivement on s'est du coup rendu compte qu'il y a des personnes qui avaient du taf uniquement le soir, d'autres uniquement le matin, d'autres qui travaillaient le week-end. C'est la raison pour laquelle on a mis avec nos partenaires plein d'emplois du temps différents de formation, faire en sorte que n'importe qui, peu importe en réalité ses obligations, puisse pouvoir avoir accès à cette formation. Donc ce temps-là où les personnes qui n'avaient pas accès regardaient l'entièreté en replay et heureusement révolu. Mais comme quoi, ouais, pour les gens qui sont arrivés chez nous il y a quelque temps, il n'y a pas toujours eu cette flexibilité qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est clair. Et heureusement, même au-delà de ça, enfin, étant donné qu'on est en groupe avec les autres élèves de la formation, je vais pas mentir, des personnes d'ailleurs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, en très bon contact, qui m'ont aidé quoi quand j'étais bloqué, quand j'avais des questions. Clairement, ils ont été hyper sympas avec moi et ça m'a bien aidé quoi pendant cette formation. Et, donc voilà. Malgré tout, malgré ça, je passe quand même la formation sans trop de soucis hein, parce que j'avais quand même bien travaillé de mon côté. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand même, moi, j'étais à l'opposé de ma zone de confort. Hein. Je détestais travailler, je détestais les gens. Je passe ma vie sur les jeux vidéo. Je me retrouve à faire du coup deux jobs entre guillemets. Enfin, j'avais pas encore démarré Closer, mais quasiment. J'avais plus le temps pour jouer. Voilà, je bossais 7 jours sur 7 hein, quasiment. Surtout pour rattraper ce que j'avais pas le temps pour la formation. Je le rattrapais le week-end. Et mon taf, en fait, le taf que je faisais de 14h à 20h30, j'étais téléenquêteur. Donc ça matchait plutôt bien en fait. Je Ah me suis ouais. retrouvé à appeler des inconnus toute la journée comme ça. Et alors que voilà, vraiment, c'était quelque chose que je supportais pas et ça m'a obligé en fait. Ça m'a obligé à le faire parce que là, pour le coup, j'étais pas indépendant, j'étais en salariat, donc j'ai pas eu le choix. Donc c'est bien, ça m'a mis un peu dans un mindset de voilà, tu vas passer du temps avec les gens au téléphone, des gens que tu ne connais pas, il va falloir le faire quoi là. Et clairement que je pense qu'à ce moment-là, ce qui a été, je dirais, game changer pour moi, bah, c'est la formation que je venais de faire, clairement. Et Alexis, je te l'ai déjà dit, hein, t'as été un vrai coach de vie pour moi durant cette formation. T'as changé ma vision que j'avais de la vie, la vision que j'avais sur mon avenir. Tu m'as redonné confiance en moi, qui est quelque chose qui était perdu depuis tellement d'années. Tu m'as redonné confiance en mes capacités. Tu m'as fait comprendre, je dirais que bah voilà, tout ce qui nous arrive dans la vie, ça dépend de nos actes en majorité, et que si je me bouge pas le cul, en fait, il y a personne qui va le faire pour moi, quoi. Donc voilà, merci, merci pour tout ce que vous m'avez apporté, clairement. Hein. Ça m'a changé. Trop bien, mec. Ça. Tu dis quoi du coup aux personnes? Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Tu as parlé il y a un moment du fait qu'il y a des gens avec qui tu étais en formation et qui étaient toujours en contact et qui vous êtes beaucoup aidés, qui t'ont beaucoup aidé aussi quand tu ratais les cours. C'est vrai, ça, c'est un point qui est ultra important et qui est important de préciser pour les gens de l'extérieur. Et d'ailleurs, on a organisé le premier vrai event closer à Paris il y a quasiment un mois maintenant, 3 semaines. Et en fait, à tour de rôle, mes chers associés et moi, fait un speech
devant tous les closers présents et toutes les équipes. Et moi, une des choses dont j'ai parlé et qui est une des choses qui me rend le plus fier, c'est que bien qu'on ait une boîte où tout se fait en télétravail, où vous êtes tous à distance, bah, il y a quand même énormément de vraies relations humaines qui se créent au quotidien. Et ça, je trouve ça fou. Il y a énormément d'entraide. Enfin, je veux dire, quand j'entends des fois, euh, quand j'entends des fois l'ambiance de certaines entreprises où les gens ils sont là pour se tirer dessus et tout, et nous en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que de la bienveillance entre toutes les personnes entre elles, et je trouve ça juste formidable. Donc je voulais vraiment revenir sur ce point-là parce que ok c'est que du télétravail, mais quand on organise des events, les gens se retrouvent et sont trop heureux de se retrouver. Il y en a même qui se font des trucs entre eux pour se voir dans la vraie vie on va dire. Donc je trouve ça vraiment formidable. Et après il y a un deuxième point dont tu as parlé il y a quelques minutes, et celui-là je le trouve vraiment important, c'est le fait de ton entourage en fait, et qu'au moment où tu as commencé à avoir l'opportunité closer, que tu as été en contact avec Patricia, pour ne pas la nommer, tous les gens autour de toi t'ont conseillé de fuir, de rentrer dans un cadre, on va dire, plus rentrer dans un moule, on va dire. Euh, et je trouve ça absolument dommage. C'est vrai qu'en France, c'est encore un petit peu compliqué cette notion-là d'indépendance, d'opportunité et tout. C'est vrai que les gens ont tendance à avoir des arnaques de partout. Alors je comprends d'un côté parce que il y a des arnaques sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, vu la taille de notre boîte, si on était une arnaque, ça fait bien longtemps que on aurait démantelé la supercherie, on va dire. Mais malgré ça, il y a toujours des gens qui rentrent chez nous et qui disent que tiens, c'est une arnaque, parce qu'on a aussi des gens qui rentrent chez nous en tant qu'indépendants qui ne réussissent pas et qui, au lieu de se remettre en question et se dire bah tiens, bah toi tu t'es dit il y a des gens qui réussissent donc forcément on peut réussir, tu vois. Il y a des gens qui sont rentrés et qui se disent tiens, j'ai pas réussi donc c'est que c'est une arnaque. Bah oui, mais qu'en est-il de tous les autres, quoi, tu vois. C'est juste que tu t'es pas assez bougé le cul, et comme l'a dit Alexis, comme tu l'as compris dans ce qu'a dit Alexis, si tu veux réussir, à un moment donné, il faut pas espérer que Pierre-Paul Jacques te tende la main et fasse les choses pour toi. Nous, on donne des outils, on donne les mêmes outils, les mêmes opportunités à tout le monde. Maintenant, soit vous bougez le cul, vous faites en sorte d'y arriver et de faire partie des gens qui réussissent vraiment et qui en vivent, soit, bah, désolé, mais on pourra rien faire pour vous. En tout cas, on aura fait le maximum pour vous. C'est pas pour autant qu'on est des arnaqueurs, tu vois. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens et d'ailleurs ça aurait pu être ton cas, hein, qui vont pas au bout des choses, qui passent à côté d'opportunités, qui se donnent pas leur propre chance, parce qu'il y a toujours des peurs, du stress, peur de l'inconnu en fait, peur de l'inconnu, de faire une activité qui est pas encore ultra connue en France, peur de l'inconnu de partir dans l'indépendance, même si on est dans un système d'indépendance qui est quand même alors je vais pas dire assisté parce que je dirais pas que les closers sont assistés, mais il n'y a pas beaucoup de jobs où les gens sont indépendants et ils ont autant que ce qu'on provide, quoi. Et tu parlais de l'e-commerce, enfin, rentrer chez Closer, faire du closing, c'est comme si demain tu te lances dans l'e-commerce et que nous on dit bah voilà, nous on a déjà des clients, on fait déjà de l'acquisition, tu as juste à faire une belle page de vente Shopify et que ça convertisse. Bah ok, mais tous les gens qui font de l'e-commerce dans le monde, et moi le premier, on va voulu faire ça, tu vois. Bah nous c'est la même chose. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette peur de l'inconnu et que je trouve ça très dur, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, que beaucoup de personnes passent à côté d'opportunités pour plusieurs raisons. Et la raison de l'entourage, c'est souvent celle qu'on entend le plus. Et je trouve ça absolument dommage d'être bloqué, d'être bridé. Et toi, au final, ce qui a fait la différence, c'est tout simplement que tu étais au pied du mur, quoi. Et qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah vas-y, tu sais quoi, ils ont beau tous me dire ça, nique sa mère. Moi, de toute façon, je suis dans la merde, là, en ce moment, j'ai que ça, j'y vais, quoi. Et un an après, tu es là à dire merci les gars. Et d'ailleurs, c'est merci à toi, tu vois, d'avoir été dans cette situation où du coup, tu n'as pas eu le choix et de l'avoir fait quand même. Mais c'est dangereux au final. C'est dangereux cet entourage tu sais, c'est de la fermeture d'esprit au final. Tu fais pas ce que tous les gens font en France, le CDI, le ci, le ça, le petit boulot. Ah tiens, va faire ça, va faire fonctionnaire, va bosser dans cette boîte et tout. Ah bah, c'est de l'arnaque, ça va pas marcher. Ouais, t'es un rêveur. Bah pourquoi? Si nous, dès qu'on avait commencé à travailler, on avait été des rêveurs et qu'on avait écouté tout ce que les gens nous ont dit, on n'aurait rien fait, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'était important de revenir pour moi sur ce point parce que c'est vraiment quelque chose qui... Beaucoup de gens qui vont regarder cette interview sont en hésitation à savoir est-ce qu'ils vont vouloir rentrer chez nous et tout. Bon, après, il faut pouvoir aussi parce qu'il faut être sélectionné. Mais pendant cette hésitation, on sait que le rôle
de l'entourage est souvent important, mais faites quand même attention parce que au final, c'est pas eux qui font, c'est vous. Donc réfléchissez bien et de la bonne manière surtout, avant de prendre des décisions. Nous, on dit toujours, hein, quand on fait des réunions avec Alexis, des réunions d'intégration, on dit, vous savez, nous, quand on explique comment marche notre boîte, on veut pas qu'à la fin de la journée, tout le monde en face soit convaincu que Closer est fait pour eux. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des gens qui soient là et qui soient pas sûrs d'eux, quoi. Donc, tu es là, tu veux rentrer, vas-y, prends tes décisions, assume, va jusqu'au bout. Sois pas là, oui, non, oui, non. Et en plus, si vous avez des questions, l'avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent y répondre. Donc, bref. Donc, voilà, on va, je pense, bientôt conclure parce que notre cher ami Alexis il va devoir partir bientôt, si je dis pas de bêtises. Non, Alex? Ah bah, tu peux essayer de parler longtemps si le micro il est muté. Non, non, t'es dans Ah le ouais, mien, hein. ouais. Ouais, bah du coup, on va finir par une question. Alors, allez, on va faire deux dernières questions. Une, on va te demander d'y répondre rapidement. Je voudrais que tu arrives à expliquer, en tout cas donner ton ressenti par rapport à tout ce qui concerne la tech en général, le circle et tout, et que tu nous dises pour toi, qu'est-ce que ça représente et est-ce que c'est confortable pour les gens de bosser sur des technologies comme ça ou pas du tout? Et après, je te poserai la question de la fin. La fameuse Alors, question. effectivement, hein, comme je l'ai dit au début de l'appel, c'est un écosystème qui est en perpétuelle évolution. Euh, Moi, l'informatique, j'y connais rien. Voilà, à part mes jeux vidéo, en tout cas, j'y connaissais rien. J'ai jamais bossé sur un ordinateur. J'ai même jamais eu d'ordinateur, en fait. Moi, je joue sur console, donc j'ai même jamais eu Ah, d'ordinateur, tout t'es pas simplement. un vrai alors. Parce qu'un vrai gamer comme Alexis, il était à l'époque, il te dira. Ah, Non, je joue là, je sur sais console, pas. frérot, moi. Tu joues Ah sur ouais? console, moi? Bah, bien sûr, Ah j'ai ouais? toujours été un joueur console, moi, j'ai jamais joué sur PC. Ouais, bien sûr. Les vrais gamers, ils sont pas là avec leur souris et Ça leur dépend des clavier jeux. là. Ah Ça ouais? dépend des jeux. Ah ouais, bien sûr. Mais C'est pas. à l'époque, à part LoL et quelques autres FPS, il n'y avait pas grand-chose qui jouait Ah bah. sur PC, quoi. Enfin, si, t'avais Counter-Strike, t'avais LoL, bon, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui jouaient en compétition sur console, ouais. Donc non, moi, j'ai toujours été un joueur console. D'accord. J'ai jamais été très bon sur PC. Donc Mais autant Clément, t'étais un vrai de vrai. Tu pouvais être un vrai de vrai sur console. vraiment, Et c'est quoi console, les ouais, jeux? C'est quoi tes jeux d'ailleurs, toi, Clément? je suis alors, c'est marrant parce que je trouve que ça correspond vachement à ce que je fais aujourd'hui et justement, moi, je suis un très très gros joueur de MMORPG. On crée son personnage, on le fait monter en niveau, on lui apprend des nouvelles compétences et voilà, Genre Dofus. Tu captes j'ai Dofus dans Rom? World of Warcraft. Moi, tu me Wow. Encore dis World of Warcraft, c'est sur PC pour le coup, mais WRC, après sur Formule console, 1. il y a pas mal de MMORPG. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est d'améliorer un personnage et d'arriver à un but. Et moi, je voyais ça, en tout cas, quand j'y jouais. Pour moi, c'était moi le personnage, quoi. Enfin, dans ma tête, dans ma bulle des jeux vidéo, c'est ça, ce que je faisais pas dans la vraie vie, je le faisais un peu dans mes jeux vidéo. Ouais, du coup, c'est concrètement ce qu'on a créé dans la vraie vie, quoi. C'est on prend des gens qui viennent de partout, on leur donne des compétences, on les motive tous les jours, on les chauffe, on les motive en mettant des bonnes commissions pour qu'ils vivent bien. C'est Et stylé. justement, je pense que si en tout cas, l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, je trouve vraiment ce travail intéressant et vraiment, ça me plaît. C'est parce que il y a voilà comme je suis un fan de MMO, donc je suis un fan de voilà tout ce qui est monter en niveau, améliorer des compétences, passer des heures à peaufiner des stratégies et puis là en l'occurrence des stratégies de vente. La psychologie humaine, j'adore ça aussi et donc ça match vachement bien. C'est Ah ouais. sauf que, sauf que c'est moi là le personnage. Je joue pas un personnage, je suis le personnage. Donc c'est encore mieux. Au lieu d'améliorer quelque chose, un faux personnage, je m'améliore moi directement. Donc voilà, que demande le peuple? Ah, Carrément. c'est incroyable ça. Ouais. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression d'être sur un jeu, de kiffer, et c'est pour ça que vraiment ça me plaît. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de monter en compétences. Voilà, j'ai cette passion quoi au fond de moi. Voilà. C'est vrai que c'est drôle, ouais. Bah oui, c'est ouf. De fou. Ouais, du coup, la dernière question.
Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à la personne qui est à ta place un peu qui voit la pub Closer, qui se pose des questions, qui est sur cette interview pour savoir un petit peu est-ce qu'il va prendre cet appel avec le recruteur ou pas? Tu lui dis quoi à cette personne, Clément? Clairement, clairement, si t'as pas encore trouvé, je dirais, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, quelque chose qui te rapporte quelque chose à la fin du mois, qui te rapporte vraiment de l'argent à la fin du mois, je pense, et qui voilà, qui un but dans la vie, parce que moi aujourd'hui c'est ça que vous m'avez apporté, au-delà de m'apporter des compétences, des techniques de vente, etc. Déjà vous m'avez donné un but dans la vie, et ça c'est juste dingue, c'est ce qui me manquait. Donc voilà, si aujourd'hui, ouais, si vous êtes perdu, vous n'avez pas trouvé un job qui vous intéresse, penchez-vous sur quelque chose comme Closers. Clairement, regardez les vidéos d'Alexis, regardez les vidéos de Romain. Je pense que il n'y a pas mieux placé qu'eux pour en parler de ce qu'on fait tous les jours. Et nous aussi, du coup, parce qu'on le fait tous les jours, et c'est aussi l'intérêt de ces interviews un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, à un moment donné, si on passe son temps à écouter ce que dit la famille, ce que dit les amis, bah moi, je serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est aussi simple que ça, je pense. À un moment donné, il faut s'écouter un petit peu, il faut savoir ce qu'on veut. Exactement. Merci beaucoup, Clément. C'était vraiment un kiff de pouvoir avoir ton retour. C'était vraiment, voilà, c'est des retours, franchement, c'est toujours ultra intéressant. Encore une fois, un parcours, ton parcours, quoi. Chacun son Ouais, ça parcours qui est bon. et ouais, Ça c'est qui ça est qui est bon, bon, c'est quoi. que c'est à la fois différent, mais à la fois similaire, et qu'on arrive à détecter des tendances. Donc c'est trop stylé. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment de vie, tu vois. Quitter ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui. Et évidemment, on souhaite rester avec toi le plus longtemps possible. Et puis aller arracher ça, quoi. Et te voir évoluer avec nous. C'est clair. Merci 100%. beaucoup à toutes les personnes qui regardent les vidéos. Si vous Merci à êtes vous. justement en instance vous êtes en réflexion parce que vous avez envie de rentrer chez nous ou pas, vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a toujours nos réseaux sociaux. Nous, on répond à beaucoup de questions avec Alexis. Vous pouvez nous contacter directement sur Instagram. Vous pouvez nous contacter par email. Enfin bref, je pense qu'on est quand même assez disponible. Donc surtout, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, hein, des gens qui aiment pas ce qu'on fait ou des gens qui sont pas alignés, on est très alignés avec ce point de vue. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas avoir notre mentalité, partager cette mentalité-là, cette vision. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait des gens qui, pour des fois des petits manques de réponses et des petites interrogations, passent à côté d'une opportunité dans laquelle ils auraient pu se développer. Donc si c'est votre cas, que vous sentez qu'il y a juste une petite chose qui vous embête avant de prendre une décision, vous savez qu'on est toujours dispo. Vous envoyez un message sur YouTube, sur Insta, par mail, et on vous y répondra avec un immense plaisir. Voilà les amis, Yes, merci Alexis. sir. Merci beaucoup d'avoir été là. Pensez à Et liker, continuez commenter, partager, évidemment. Continuez à mettre du à jus. Clément mettez continue de du tout jus. arracher. Et puis merci Day beaucoup d'avoir by été là. day. See Merci you à vous. Ciao à there. tous. Bye Salut. bye. Bye.